Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Trolley Nolan, représenté en Haïti par Sunny Clean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur Demisa est avec nous pour commenter l'actualité et c'est avec plaisir qu'on l'accueille, comme toujours d'ailleurs. Bienvenue et bonjour. Bon, merci quand même pour ces mots de bienvenue. Mais je sais que je suis chez moi et je salue tous ceux et toutes celles qui vont prendre ce temps pour qu'ensemble nous essayons de construire quelque chose d'autre. Juste avant, maître, professeur, pourquoi ne pas saluer le départ ou la mémoire de notre ami qui était une fois avec vous ici sur le plateau? Oui, je crois qu'il y a Yves Romain Bastien qui est parti suite à un cancer. C'est quand même malheureux. C'est quand même malheureux parce que Yves était un bonhomme charmant avec le verbe facile. Oui. Et si j'ai bonne mémoire, nous étions aussi avec Christian Farel et nous avions passé 1h30 à débattre. Moi, je voulais bien souhaiter pour lui un hommage. Si Métropole pourrait retrouver cette bande et nous faire entendre ses prédictions, ce que nous avions annoncé. On l'avait fait déjà. Et au journal. On avait passé un extrait de l'une de ses interventions qu'il avait faite sur Métropole. Mais on avait déjà prévu cette chute accélérée de tout ce qui a comme éléments fondamentaux d'une société, d'un pays, d'un État, d'une nation. Donc, je crois que vu le caractère d'Yves, ça devait être le gros chagrin pour lui de voir qu'on s'en allait. Yves n'était pas l'individu qui voulait vivre bien. Oui. Seulement pour lui, mais voulait quand même donner du temps. Et il avait commencé très tôt comme enseignant, comme professeur au niveau du secondaire. Oui, vous avez dit avant l'émission aussi qu'il était parmi les premiers professeurs d'économie au Collège classique d'Haïti, qui était logé à l'ALU à l'époque. Et il avait réussi à convaincre le directeur à l'époque qu'il fallait que les jeunes comprennent ce qu'est l'économie. Et le collège avait accepté, il était l'un des premiers à essayer, à tenter de vulgariser l'économie. Si maintenant nous avons toutes ces émissions d'économie, nous avons ces grandes économies, je crois que Yves a joué quand même sa partition. Il faut aussi, quoi qu'on dise, malgré les critiques acerbes, nous sommes sortis de... il ne mâchait pas ses mots, tout simplement. Il disait les choses crues, il disait tout ce qu'il croyait être la vérité. Être vrai pour lui. Oui. Je crois qu'on se retrouvait les deux à ce niveau. Tout à fait. On ne cherche pas à avoir raison sur l'autre. On se complétait, tout simplement. On dit simplement ce que nous, on pensait. Oui. Alors, à titre de rappel, on dira on retient d'abord ses brillantes participations à la rubrique Le Point, ses brillantes interventions au journal de Métropole, sa participation également aux émissions de Christian Farel. Et puis, c'était un professeur d'université, économiste. Il était aussi membre du CEMEP, le Conseil de modernisation des entreprises publiques, et ceci pendant longtemps. Il allait être limogé sous le gouvernement de Michel Martelly, ancien ministre de Joslerme Privert, bon vivant aussi, pour terminer. Oui, et quelque chose que peut-être les gens ne connaissent pas, il était un très bon vivant, et on peut même dire dans le langage haïtien, un bon viveur. Oui. Et aussi un collectionneur de tableaux. Il avait rappelé une fois que c'est lui qui se rendait au marché public pour l'acheter toute ça le besoin pour la Kaili. C'était sa façon à lui de rencontrer l'autre. C'est ça. Il était très ouvert à l'autre, et on lui a beaucoup reproché son passage à la commission de modernisation des entreprises publiques, mais on doit dire quand même que au moins la cimenterie d'Haïti, devenue SINA, rapporte de l'argent à l'État et a recommencé à créer de vrais emplois, pas de faux emplois pour la turiféraire du régime. La même chose pour la minoterie d'Haïti. On peut se questionner sur le contrat, la manière de gérer l'ANATCOM. Bon, il y a beaucoup d'interrogations. Moi, je ne m'engage pas là-dedans parce que je n'ai pas les données. Mais je crois que l'ANATCOM a commencé à verser les dividendes. Mais on doit s'adapter parce que c'est une autre culture d'entreprise aussi.
C'est une culture asiatique différente de la culture européenne ou américaine, donc de la nôtre. Donc on voulait profiter de votre présence ici sur le plateau pour saluer le départ de Yves Romain Bastien. Donc ça me fait plaisir qu'on ait pris le temps quand même de dire il fut monsieur. Oui. Il fut monsieur. Moi, je n'ai pas été toujours d'accord avec lui. Si j'ai bonne mémoire, lors de la présentation, moi j'étais personnellement contre. Et on a passé 3 heures, il m'a montré, il a élaboré, je lui ai dit, tu ne m'as pas convaincu, il m'a dit, il n'y a pas de problème, mais quand je l'aurais vu, 6 mois après, je lui ai dit, je crois que je commence à comprendre. Et il était heureux. Ah. Il était heureux. Petite réaction du professeur à ce qui va se passer, alors par anticipation évidemment, à ce qui va se passer ce soir aux États-Unis. Le débat est Trump-Biden. Bon, d'un côté, on a un ancien vice-président qui a un tempérament particulier, qui est très calme, et de l'autre, on a un homme arrogant. Un homme arrogant, les Américains avaient fait le choix. Arrogant, impulsif et tout. Les Américains avaient fait le choix de leur bombe vagabond pamna. Donc ils ont eu leur vagabond, et maintenant, il faut espérer que Biden reste calme et arrive avec des arguments solides. Mais je crois que les résultats, plus ou moins, sont déjà connus, parce que pour moi, l'Amérique ne va pas voter obligatoirement les démocrates, mais l'Amérique va pénaliser le Parti républicain pour avoir imposé à cette nation un président qui paie $750 d'impôts sur le revenu. Alors qu'il est milliardaire. Donc ça montre le type d'individu qu'on a en face de nous. Pour une comparaison, c'est un petit peu le Bernard Tapie en France, que Mitterrand à un certain moment avait aboudé. Et il était même devenu ministre, président du club très connu, l'Olympique de Marseille. Et il y a toujours le scandale autour d'Adidas. Et quand il a racheté Adidas, c'est un petit peu le même genre, gouailleur, qui a gagné de l'argent sans obligatoirement gagner en intelligence et en savoir-vivre. Donc je crois que les Américains vont, comme Chirac face à Le Pen, on a voté Chirac, mais ce ne sera pas obligatoirement de gaieté de cœur. Parce que qui manifeste dans les rues? On ne s'est jamais posé cette question. Les jeunes dans les rues, les jeunes blancs qui sont dans les rues, ce n'est pas des ouvriers, ce n'est pas des fils d'ouvriers. Ce sont les fils de la tranche des petits millionnaires américains qui ont 1 et 2 ou 3 millions. Et la police et la justice est tout à fait estomaquée, étonnée. Quand on arrête ces jeunes, ce n'est pas des avocats de 20e catégorie qui débarquent, ce sont des avocats des grands cabinets. Donc, si pour défendre le fils de monsieur Untel, ils défendent donc tous ceux qui ont été arrêtés. Donc, je pense que c'est un phénomène nouveau qui se passe en France. On pourrait dire c'est le Black Master, c'est en comparaison à peu près grotesque, mais quand même c'est l'équivalent du gilet jaune en France. Il y a ce ras-le-bol de la misère, ce ras-le-bol de l'incapacité de vivre. Or, je crois qu'actuellement aux États-Unis, il y a un mouvement qui nous rappelle un petit peu les années 67, quand les jeunes Américains de MIT, de Harvard, de Princeton, de Columbia, disaient non à la guerre contre le Vietnam. Et on a eu tout ce mouvement de changement de la politique américaine et ce retrait obligatoire du Vietnam. Ce n'étaient pas les ouvriers qui manifestaient. Ce sont les jeunes de cette élite financière et qui allaient constituer cette élite économique. Alors, on a le même phénomène actuellement aux États-Unis. Et c'est là la différence par rapport... pour faire un pied de nez à la réalité haïtienne, nous, Haïtiens, nous ne nous intéressons pas à la chose publique de notre pays. Nous estimons qu'on peut aller au marché, on peut entrer dans un supermarché, on peut commander une pizza, on peut aller manger n'importe quoi. Donc à partir de ce moment, nous estimons que nous sommes différents. Oui. Nous en parlerons au cours tout à fait, au cours de l'émission. Alors pour refermer ce chapitre américain, on dira que comme quelqu'un qui est intervenu sur Métropole a eu à le dire aujourd'hui, lors de notre édition d'information, il a dit que les démocrates voteront démocrates. Les républicains voteront républicains inévitablement, sauf pour le cas des indécis, qui sont généralement... Mais est-ce que selon vous, les indécis peuvent basculer
le vote dans un sens ou dans un autre, aujourd'hui? Moi, je pense qu'il faut tenir compte de la répartition de la population, de la carte de la population. De plus en plus, on se rend compte du poids des immigrants qui, pour s'intégrer plus par rapport à leurs enfants dans la société américaine, adoptent la nationalité américaine. Donc, il y a de plus en plus de migrants qui sont devenus américains. Or, si nous prenons les latinos, par rapport à ce qui se passe avec la frontière mexicaine, bon, c'est sûr que les latinos, en majorité, vont voter du côté démocrate. Ils ne sont pas obligatoirement démocrates, mais les démocrates ont toujours pris position contre ce mur. Et dans cette élection, il y a une dame qui va jouer un rôle fondamental pour moi. C'est pas Madame Kamala, c'est surtout Madame Pelosi, qui est la présidente de la Chambre des représentants. De la Chambre des représentants. Alors Madame Pelosi, à 70 ans, une belle dame avec une culture et une ouverture d'esprit. Je crois que Mme Pelosi, si elle rentre en campagne à côté de M. Biden, va apporter un plus. Oui, tout comme la policière. Ouais. Oui, Mme Pelosi, pour moi, encore plus. Parce que dès le départ, dès son élection, elle a été ferme dans ses positions. Et on a vu son geste rageur déchirer le discours de M. Trump. Pour le refus de M. Trump de lui presser la main, elle a eu aussi une réaction que je trouve merveilleuse comme personnage. Alors je crois qu'il y a aussi les Haïtiens. Bon, on a quelques uluberlus qui mettent un drapeau à l'envers pour dire qu'ils sont encore avec Trump, malgré qu'ils qualifient leur pays d'origine de shithole. Bon, il faut voir qu'il y a des cons partout. Oui. Et ce sont ces cons qui pensent que... Mais je ne voudrais pas non plus que les Haïtiens se bercent d'illusions. On n'a qu'à suivre la tendance actuellement. Il y a une tendance mondiale où les gouvernements ont tendance à se retrancher sur leurs problèmes internes. Et je crois que M. Abinader, le président dominicain, l'avait clairement dit, je ne suis pas le président d'Haïti, je suis le président des Dominicains. On aurait, comme on l'avait dit hors antenne tout à l'heure, on aurait tant souhaité qu'un président haïtien puisse nous dire ça à haute intelligible voix et l'assumer. Je suis le président des Haïtiens. Des Haïtiens. Bon, ça j'aurais bien aimé l'entendre un jour, je ne sais pas. Non, mais pas le fait de le dire. C'est de le dire et de l'assumer. Et on voit que M. Abinader pose les problèmes d'immigration, renforce son armée pour arriver à contrôler. Il n'a rien de... Il dit, j'ai pas de problème avec une immigration légale, mais je vais contrôler cette immigration illégale. Bon, je pense que c'est important. M. Biden va se préoccuper de la situation des Américains qui ont souffert économiquement, socialement, culturellement, environnementalement, des décisions aberrantes, parfois, de l'administration Trump. Parce que M. Obama avait laissé quand même une économie dynamique, en croissance, et où certes, il y a eu le Covid-19, il y a eu tout ça, mais on se rend compte très bien que la classe moyenne américaine s'appauvrit de jour en jour et ne peut plus faire face à ses obligations. Et la grande erreur pour moi de M. Trump, c'est de s'être attaqué à ce symbole de l'administration Obama, qui est l'Obamacare. Et on l'a vu, des morts dans les rues, parce que ces gens n'avaient pas accès à des hôpitaux en pleine pandémie de la Covid-19. Pour parler encore des États-Unis, mais cette fois-ci, États-Unis par rapport à Haïti. Si Trump est réélu, est-ce que l'on doit s'attendre à une politique, en fait, au maintien de la même politique vis-à-vis l'Haïti? Et si c'est Biden, qu'est-ce qui va changer? Bon. Je vais répondre à la question, mais j'aimerais dire, moi je m'en fous totalement. C'est à nous, Haïtiens, d'avoir un gouvernement responsable vis-à-vis de sa population. Qu'un président me dise, j'ai un mandat du peuple, mais le pouvoir n'est pas donné par le peuple au président de la République. Le pouvoir, le peuple donne un mandat au président de la République et la Constitution donne un pouvoir au président de la République. Or, le président répète souvent, peuple bat le pouvoir, peuple pas bat le pouvoir. Le peuple vous donne un mandat. Et c'est important. Que le mandat soit pour Trump, que le mandat soit pour Biden, nous allons avoir, ce sont les mêmes intérêts américains. Nous maintenir dans une situation de dépendance totale et la grande quête pour que les Américains puissent rafler tous les contrats sur nos richesses minières. Les richesses minières sont là. Si on fait le tour de ce pays, il y a à peu près 5% du territoire déjà qui a été concédé. Et la grande bataille autour de la Constitution haïtienne se résume à l'élimination de l'article qui dit que toute convention doit être ratifiée par l'Assemblée nationale. On a oublié d'ajouter
un adjectif, toute convention internationale établie entre l'État haïtien et un autre État. Or, en droit minier, on ne parle pas de contrat d'exploitation, on parle d'une convention d'exploitation. Or, nos élus n'ont jamais accepté d'ouvrir le débat sur l'exploitation minière parce que chaque élu avait un prix, il faut le dire. Chaque député demandait une enveloppe, ces fameuses enveloppes jaunes, pour pouvoir donner accès aux entreprises. Dans tous les pays du monde, on ne peut pas avoir des richesses minières, on ne les exploite pas. On parle souvent du tourisme, on parle souvent de la stabilité de la République dominicaine, mais on oublie quelque chose de sérieux. La République dominicaine exporte son or. Donc elle a des redevances au niveau minier important. La République dominicaine exploite tout ce qu'il y a comme élément pour faire le ciment. Nous importons du ciment en vrac. Nous n'avons pas une cimenterie. Nous avons une usine d'assachage de ciment importé. Or, nous avons tous les éléments. Le ciment se faisait avant Haïti. Donc, nous refusons quasiment d'exploiter le sous-sol pour garder cette population dans cette misère. Je me souviens, peut-être fin des années 80, il y a le célèbre océanographe Yves Cousteau, qui avait fait le tour de la péninsule haïtienne sous les eaux, et arrivé sur Terre, il a eu cette phrase qu'on doit garder en tête. Ils crèvent dans la misère en haut, et dans l'eau, ils sont milliardaires. On n'a jamais pris de décision pour qu'il y ait des recherches archéologiques subaquatiques. Le plus connu, c'est peut-être l'île à Vache, mais il y a tous ces galions de Fort-Liberté jusqu'à la pointe de Belance où on peut retrouver des galions avec des cargaisons importantes. Mais non, si on ne peut pas s'approprier ça pour une minorité, on ne veut pas que la majorité ait accès à ces richesses. Et j'inclus ça aussi dans le même mouvement, cette tournée à la tortue. Tout le monde voit Kanye West, je ne connais pas son nom, c'est pas ce qui m'intéresse. Mais c'est pas Kanye West. Kanye West n'était que l'heure, n'était que le virtuel. Le monsieur important, c'était le blanc américain qui venait négocier l'exploitation de la tortue. Kanye West, c'était pour la galerie. Mais est-ce qu'il y a eu effectivement des négociations, selon vous? Pour moi, c'est certain, il y a des négociations pour ça. Parce que qu'est-ce qui justifie cette présence? Parce que je ne voudrais pas me fier trop à ce qui est écrit sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, je crois avoir lu quelque part qu'il y a eu une demande, effectivement, et que le président haïtien aurait dit « donne-lui du temps ». Non, je ne vais pas dire que c'est pour ça, pour pouvoir continuer sa politique. Je ne vais pas entrer dans cette diatribe négative, absurde, sans fondement. Mais, pardon, pour moi, je suis convaincu que l'élément important de la mission, ce n'était pas l'artiste. L'artiste, c'était le leurre. C'était la pointe de l'iceberg. L'objectif, c'est l'exploitation de la tortue. L'objectif est encore inavoué. Oui, il ne faut jamais oublier qu'en 1970, François Duvalier, pour imposer son fils comme héritier, avait concédé à un sénateur américain l'exploitation de la tortue pour 99 ans. Et la tortue allait s'installer dans une espèce d'extraterritorialité. Il ne faut pas oublier, nous ne sommes pas en 1888, 98, je crois, à l'époque d'Anténor Firmin, quand le contre-amiral Gérardi a débarqué pour dire qu'il venait prendre possession du Mall Saint-Nicolas. Et le grand monsieur qui est Anténor Firmin a demandé à Gérardi « Où est le mandat que vous avez du président de la République ?» Le temps pour que le mandat arrive, Firmin a eu le temps de peaufiner la défense d'Haïti, a dit la constitution haïtienne l'interdit. Et c'était la première tentative d'occupation des Américains. On va la voir encore avec Biden, qui s'appelle Trump, qui s'appelle Kennedy, qui s'appelle Obama. La politique américaine, globale vis-à-vis d'Haïti, ne va pas changer. Peut-être qu'on aura un peu plus de miettes. On va avoir 1 million, 2 millions de charité, etc. Mais la politique réelle, la vraie politique, la réelle politique, rien ne va changer. On ne peut pas attendre en permanence. On va me dire, il y a la théorie de la dépendance, mais la dépendance a ses limites. On a déplacé un Hercule 200 des États-Unis, des forces armées américaines, pour doter la République dominicaine de camions à incendie qui valent à peu près entre 300 000 et 400 000 $. L'unité. L'unité. Nous, qu'est-ce que nous donne? Des miettes. Des miettes. Parce que nous n'avons
pas un ensemble de dispositifs pour négocier avec l'Américain. Quand on prend notre politique étrangère, elle est traînée dans la boue. Elle est traînée dans la boue où un ministre des Affaires étrangères se trouve dans l'obligation d'écrire à la communauté internationale pour demander son appui. Ça ne s'est jamais vu. Ça ne s'est jamais vu. C'est quand on pense à Anténon Firmin, à ces grands messieurs qui ont marqué la diplomatie haïtienne, quand on peut le dire aussi. Et il y a eu Toto Sénéas. Il y a eu le rapatriement de Sous-Duvalier, de cet accord. On a renégocié le concordat. On avait quand même avec M. Chalmers, René Chalmers. Et là, on trouve une lettre de 9 pages, je crois, si je ne m'abuse, pour demander à la communauté internationale que l'opposition ne dit rien. L'opposition, c'est de la merde. L'opposition est en train de déconner. Nous sommes les bons, et de l'autre côté, il y a les mauvais. Comment qu'un ministre des Affaires étrangères, je refuse de dire chancelier. Être chancelier, c'est une dimension. C'est une attitude. C'est une altitude. Puisse se permettre d'écrire un tel truc. Et on me dit, et on se dit docteur. Bon, ce pays a produit des docteurs de... Alors, restons dans la diplomatie. Et professeur de Mesa, le président haïtien est intervenu de façon virtuelle à la tribune des Nations Unies. C'était la semaine dernière. Dans le cadre de son intervention, il a souhaité que les Nations Unies reconnaissent l'existence de la République de Chine-Taïwan. 24 heures plus tard, il y a eu une rencontre entre l'ambassadeur américain en poste en Haïti et celui de Taïwan. Il y a eu une rencontre vendredi dernier. Et dans un tweet dans un message sur Facebook de l'ambassade américaine, on a pu lire que les deux personnalités se sont rencontrées pour discuter du renforcement éventuel de la coopération de leur pays vis-à-vis d'Haïti. La réaction du professeur? Si j'ai bonne mémoire, il y a eu un moment cette vague de missionnaires venant du département d'État, sous-secrétaire d'État, sous-secrétaire d'État adjoint. Mais il y en a un qui avait déjà rencontré l'ambassadeur de Taïwan. Ça montrait très clairement le choix américain de reprendre le dialogue d'une manière publique avec Taïwan. Haïti est devenu donc ce lieu de rencontre. Madame Sisson n'aurait pas pu se permettre, en tant qu'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, de rencontrer un ambassadeur d'un pays qui n'existe pas pour les États-Unis. Mais c'est Taïwan, il ne faut pas l'oublier, est un des grands acheteurs d'armes américaines. Il y a toujours eu des rapports privilégiés entre Taïwan. Et c'est cette hypocrisie de la diplomatie américaine. Cette grande hypocrisie de la diplomatie américaine. Mais la République dominicaine a eu le courage de décider de tourner le dos. Moi, je ne dis pas qu'on doit tourner le dos à Taïwan. Il faut faire une analyse. Il y a une analyse coût-bénéfice, il y a une analyse coût-avantage. Mais il faut tenir compte aussi du poids de l'histoire. Est-ce que Haïti, pays qui c'est le premier pays qui a rejeté le joug du système colonialiste, impérialiste, n'a pas pour mandat de défendre les plus faibles? Quand la Grèce était en difficulté, nous avons appuyé la Grèce. Quand l'Amérique latine était en difficulté, nous l'avons appuyé. Le Venezuela, notamment. Le Venezuela, en particulier. Mais pour moi, il faut que nous posions les vrais problèmes et qu'il y ait un débat de société. Bon, il y a des gens, tout azimut, il faut rompre les rapports, on va aller vers la Chine parce que nous allons avoir des milliards. Allez en Afrique. Les Africains commencent à en avoir marre. La majorité des projets financés ne sont pas des dons de la Chine, ce sont des prêts. Et immédiatement que le pays débiteur n'arrive pas à honorer ses responsabilités, ils prennent possession de l'aéroport et des ports pour se rembourser. Et les Africains vivent dans des conditions, travaillent dans des conditions inhumaines. Bonnes informations, professeur. Inhumaines. Alors qu'on ne vienne pas D'ailleurs, ils ont délocalisé certaines usines de Chine pour les installer en Éthiopie, où ils donnent 20 à 30% seulement du salaire de l'ouvrier chinois en Éthiopie. Alors, il ne faut pas me mettre... Oui, mais il n'y a pas de gratuité quand même. Il n'y a pas de gratuité. Il ne faut pas me mettre la Chine comme le pays d'avenir qui respecte les gens, etc. Non, soyons sérieux. Chaque pays défend ses intérêts. Défendant nos propres intérêts. Avant de refermer cette première partie, professeur, je voudrais bien revenir sur quelque chose que vous avez dit au cours de l'interview. C'était au début, tout de suite après après avoir parlé des États-Unis. Vous avez dit que le peuple donne le mandat, pas le pouvoir. Non. Vous avez dit que c'est la Constitution qui donne le pouvoir. Oui, c'est clair.
La Constitution définit les attributions du président de la République. C'est ce que j'allais vous dire. C'est pas le peuple qui définit les attributions. C'est ce que j'allais vous dire. J'allais justement vous demander, est-ce qu'il n'y a pas lieu de nuancer? Parce que là, on peut comprendre que la Constitution définit effectivement les attributions, au lieu de dire que la Constitution donne la Constitution donne le pouvoir, c'est ce que j'ai dit. Aussi. Non, c'est la Constitution qui donne le pouvoir. Le peuple, au niveau des élections, vous donne un mandat. Mais pourquoi on dit... le mandat, vous devez l'appliquer et le respecter en suivant fidèlement les prescrits constitutionnels. D'ailleurs, pour bien démarquer la partie électorale de la partie prise de pouvoir, le président ne prête pas serment devant le peuple, il prête serment pour respecter la Constitution. C'est pas il dit je vais respecter le peuple, il jure de respecter la Constitution. Alors c'est trop facile parce que, mon cher Ondé, il faut faire attention parce que il y a un discours qui s'installe dans ce pays qui me rappelle, étrangement je suis retourné dans mes livres, et si on relit Mein Kampf d'Hitler, si on relit Goebbels, c'est ça la propagande. Si le pouvoir me vient du peuple, si le peuple est d'accord avec moi, donc je peux faire ce que je veux. La Constitution, vine, c'est papier. On ne peut pas dire baïonnette, c'est fait encore. Ah, gang, c'est fait. Parce que l'autre où baïonnette, c'est fait, hein, au moins c'était une force constituée, inscrite dans la Constitution. Là, gang, c'est fait. Combien de machines qui permettent de faire Port-au-Prince cap haïtien via l'Artibonite? Peu. Régulièrement, ou pas qu'à Jacques Mel. Donc, il y a quelque part qu'il y a une baïonnette, la baïonnette a changé de main. La baïonnette est entre les mains d'une force constitutionnelle. Maintenant, on ne parle pas de baïonnette, on parle... nous ne pas dire baïonnette, c'est fait. Nous allons dire FAL, Kalash, mitraillette, mitrailleuse. Mitrailleuse, c'est fait. Non, on va même dire c'est fait. Il sait oui. Oui, il sait oui. Il sème la mort. Et cette mort que nous devons déplorer, parce que, bon, avec ton autorisation, il faut quand même parler de cette mort de Montferrier d'Orval, cet assassinat, ce crime. Ça me rappelle l'assassinat de Maître Volel, devant les recherches criminelles, sa constitution en main. Et Maître Dorval est mort comme ça. Cette constitution, il la portait dans son cœur, dans sa tête, dans ses tripes. Il était l'homme constitution. C'est pour ça que moi je vais suivre l'exemple du président de la République, je vais suivre le mot d'ordre du président de la République, qui a signé un arrêté déclarant le 17 octobre, jour de deuil pour l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines, l'empereur Jacques Ier. Moi je demanderai à tous les parents qui ont eu une victime, qui ont compté une victime dans leur rang, prenez une photo, faites agrandir la photo, marchez dans les rues pour demander justice. On doit demander justice pour Jacques Ier, on doit demander justice pour Volel, on doit demander justice pour Mamoun, on doit demander justice pour Roselyne Vaval, on doit demander justice pour cette policière. Marchons avec les photos. C'est pas moi qui ai décrété cela, c'est le président de la République. À partir des pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution et qui lui a été donné par un mandat présidentiel. Faisons du 17 octobre un jour de deuil. Ne pleurons pas nos morts. Nous n'avons pas le droit de pleurer nos morts. Nous devons dire à nos morts, ce pays va changer. De là où vous êtes, si ce lieu existe, nous allons nous battre pour changer ce pays. Que chacun de nous, nous prenions une photo de poche et que nous marchions pour dire jamais plus. Cette petite jeune fille lâchement assassinée à 29 ans, étudiante finissante en gestion à l'université Notre-Dame, propriétaire de sa micro-entreprise, 4 balles. 4 balles. Et le couple qui a été assassiné également à la Croix des Bouquets le week-end dernier. Alors, venons du... Il y en a eu tellement. C'est pour ça que je dis, il faut qu'un président, il faut que j'ai un jour, moi je dis parce que j'espère que plusieurs personnes penseront comme moi, il faut qu'un jour nous arrivions à avoir un président qui dise, je suis le président de tous les Haïtiens. Et ça a été l'erreur d'Allende. Quand Allende a été élu à 36% au Chili, il a dit, je sais que je ne suis pas le président de tous les Haïtiens, le président de tous les Chiliens.
Et c'est pour ça qu'en Haïti, on ne comprend pas que cette constitution, le président est élu. Le président de la République est élu. Mais on vous confère une fonction de chef d'État. Or, l'État, c'est le territoire qu'il faut protéger. C'est la population qu'il faut respecter, toute la population. Et qu'il faut et protéger vous donnez aussi. mandat à des hommes honnêtes à gérer le devenir de ce territoire et de ce peuple et de cette population pour son bien-être et son bien-être exclusif. Merci, professeur. On va observer la pause et puis on revient tout de suite après. Au plaisir. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur Auguste Demesa est notre invité. Ce matin, on observe la pause et à tout de suite. Le Point est patronné par la BNC, Banque nationale de crédit, Trolley Nolan, représenté en Haïti par Sunny Clean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Merci, madame, monsieur, de l'intérêt. Merci de votre patience. Je rappelle que le professeur Auguste Demesa est notre invité ce matin avec qui on tente de commenter l'actualité. On tente. Professeur, et l'arrêté présidentiel créant le Conseil électoral provisoire, vous dit quoi? Bon, pour moi, c'est une logique. La manière dont le président allait, avec la publication des décrets, la formation de ce gouvernement, avec un tas d'individus recyclés, non recyclables, etc. Recyclé quoi? Non recyclable? Ouais, parce que bon, pour recycler, il faudrait que la personne était déjà cyclée. Et je crois que s'installe au niveau du pouvoir, et particulièrement du palais national, une forme d'arrogance. D'arrogance parce que le peuple bat le pouvoir. Et c'est là. Et c'est là le jeu. Le peuple bat le pouvoir. Pour venir au point précis, le Conseil électoral provisoire. Encore une fois, on a erré, on n'a pas pu mettre sur pied ce Conseil électoral permanent. Parce que le dialogue n'a pas pu s'installer entre les trois pouvoirs. Un Conseil électoral qu'on a pu constituer en broche et à foin de manière totalement aberrante, avec des organisations sorties de je ne sais où, un mélange de très mauvais goût, de récupération. Mais nous devons saluer quand même le secteur catholique qui a refusé d'envoyer quelqu'un. Et on constate avec l'éclatement du secteur protestant, parce que les grandes églises protestantes ne reconnaissent pas ce pasteur ramasseur d'argent. Le secteur des droits humains aussi est très déçu et fracturé. Et on savait que ce secteur avait des problèmes, mais on ne pensait pas que ce coup de poignard fatal allait être porté à l'un des secteurs encore porteurs de ce pays, pour lequel j'avais énormément de respect, qu'il soit le PODHDH, ou que ce soit le NDNDH, que ce soit le CAD. On avait un respect quand même pour cette institution, et subitement, on voit la fracture, la distanciation qui s'était créée. Ils arrivent donc, il y a eu ce coup fatal porté. Moi, j'ai dit un coup fatal porté à la démocratie, un coup fatal porté au secteur des droits de l'homme. On prend aussi d'autres secteurs marginaux, on me débarque avec un représentant de la jeunesse que personne ne connaît, qui n'a jamais parlé à la radio, qui n'a jamais pris position. Oui, pour la jeunesse, mais excusez-moi, c'est pas du n'importe quoi ni du n'importe qui. Il faut quand même aller chercher de la qualité. Il y a des jeunes compétents et honnêtes. Moi, je ne crois pas dans ce CEP. Okay. C'est une bulle. Okay. Comme il y a eu la bulle spéculative sur le dollar, on a une bulle CEP pour amener les gens à s'asseoir. Et encore une fois, les seuls qui ont applaudi des deux mains et des deux pieds, c'est l'ambassade américaine et cette espèce de raciste qui dirige le BINU, Madame Lalime. Êtes-vous de ceux qui pensent que la seule voie salvatrice de résolution de notre crise, c'est la transition? Je vais répondre, mais je vais prendre un petit temps. Pour terminer avec le CEP, nous savons très bien que ce CEP n'est qu'un CEP fourre-tout et un CEP leurre, parce que le vrai CEP est installé à la primature et s'appelle le CEMEP. À la tête actuelle du CEMEP, il y a un ancien président du CEP qui a rendu d'excellents services et il y a un ancien directeur général du CEP. Donc les élections se jouent à l'intérieur du CEMEP. Donc on a pris des fantoches. Mais c'est pas sa vocation. Je crois qu'il y a le livre de... Ah oui.
Mais simplement, on ne pouvait pas retourner avec eux à l'intérieur du CEP, donc on les a installés au CEMEP. Oui, mais là... ils vont diriger, ils vont piloter ce CEP. Et c'est là le danger. Mais est-ce que déjà, par anticipation, c'est pas par abus qu'on le dit, non? Non, moi je le dis, je ne sais pas si d'autres gens l'ont pensé. Moi, écoutez, attendons. Qu'est-ce qu'il y a encore à privatiser? La AN, la PN, le PPLS, le DH, la DINEPA? Il y en a beaucoup, hein. Ah, est-ce qu'on peut les privatiser? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait intéressé? On peut privatiser la production d'énergie, mais personne ne va rentrer dans le réseau. Encore pour 20 ans, les bandits vont gérer la distribution d'électricité dans les quartiers pauvres. Qu'est-ce qu'il y a encore à privatiser pour créer ce conseil constitué d'individus qui n'ont jamais travaillé dans le secteur industriel, qui n'ont jamais travaillé dans le secteur commercial, qui ont été toujours, leur carrière a été au CEP, et on les met là. Alors on va si par hasard tu connais quelqu'un à la primature, pose-lui la question, que font ces deux larrons à l'intérieur de la primature, où ils ont leur bureau CEMEP, ils s'occupent d'élections. Et les deux peuvent appeler pour démentir, ils ont le courage de démentir, mais on verra leurs lèvres trembler et leurs yeux se fermer parce qu'ils savent qu'ils sont là pour faire ce boulot malsain d'organiser des élections frauduleuses. D'autres personnes diront aussi que l'institution a existé depuis des années. D'ailleurs, on a parlé de Yves Bastien qui était au CEMEP depuis... Mais à un moment, il était inexistant. Il était mort, on est né. Personne n'entendait parler du CEMEP. Vous pensez que l'on essaie de réactiver le CEMEP à des fins électorales? Pour organiser les élections. On ne peut pas renommer M. Opon au conseil électoral. Je donne les noms là. On ne peut pas renommer M. Opon au conseil électoral. Georges Mousselet, ancien directeur exécutif, ne peut pas être renommé au CEP. Donc il faut les caser quelque part, dans un poste important de la fonction de l'État, pour qu'ils puissent piloter cette machine qu'ils connaissent bien à eux deux, à distance. Est-ce que M. Opon, selon vous, a rendu service au pouvoir, à ce pouvoir-là, quand il était président du CEP? Je crois que oui. Mais je crois que le CEP qui a organisé les élections qui ont donné victoire à Jovenel Moïse était dirigé par Léopold Berlanger. Non, je me trompe? C'est la même clique. M. Mitmont va essayer de chercher à caser M. Berlanger quelque part aussi, parce qu'il avait bien travaillé. Le seul CEP moral que nous avons connu en Haïti, c'est le CEP qui avait M. Labissière, Maître Labissière comme vice-président, le CEP de 1987. Le deuxième CEP, plus ou moins... Donc vous parlez de CEP qui a organisé les élections... De 87 qui ont été... dans le sang. Dans le sang, à la Ruelle Vaillant. On a eu la deuxième tentative avec Maître Manus, qui a été obligé de s'enfuir. C'était rocambolesque de quitter à partir d'une ambassade à bord d'un hélicoptère. Malheureusement, il est mort, il n'a jamais écrit cette saga qui aurait dû être importante pour comprendre. Mais après ça, il n'y a pas... Mais il avait fait des déclarations. Oui, on aurait dû, s'il avait écrit un livre, ça aurait été merveilleux. Peut-être qu'il a laissé des notes, il faudrait prendre contact avec ses enfants, mais qu'il rende ces notes pour qu'on puisse comprendre ce qui s'est passé. On vous dira dans quel intérêt. Et après ça, à part le CEP où il y avait Maître Pierre Labissière, à part le CEP de Maître Manus qui, lui seul, s'est enfui. Après ça, il y a eu les autres, il y a eu le docteur, un médecin qui représentait le PAMPRA à l'époque, il y a eu un autre qui représentait le KID aussi. Et c'est la première fois qu'on avait des CEP avec des représentants déclarés de partis politiques. C'est encore une aberration. On a eu très peu de CEP honnêtes. Je ne dis pas que tous ceux qui ont été membres du CEP ont été malhonnêtes, mais la majorité de membres ont géré les élections en faveur d'un groupe bien donné. On a connu une vingtaine. On a encore en mémoire 2011. Et l'intervention de ce fils d'un étalon et d'une ânesse, M. Muller, qui a même menacé un président en exercice que l'avion est là pour venir vous chercher. On oublie ça et on ne le répète pas assez. Les Nations Unies, c'est la force qui piétine Haïti et empêche Haïti à sortir de son état. Et Mme Lalime, encore pire.
aller au BNU, Mme Lalime a chassé tous les fonctionnaires internationaux africains. Elle s'est entourée seulement et uniquement d'une cohorte de petits blancs. Mme Lalime a été en poste en Afghanistan et en Irak. On n'a qu'à aller chercher. Mais si elle est une valeur sûre, pourquoi Elle est une valeur sûre pour la politique américaine. Et moi, je me demande comment que le secrétaire général actuel, M. Gutiérrez, puisse tolérer des comportements pareils, des écarts aussi importants en termes de neutralité et de respect d'un peuple, au nom du principe de non-ingérence. Mme Lalime intervient dans tout. Non, mais est-ce que la faute n'est pas à nous, Haïtiens? Certainement, je l'ai dit dès le départ. On n'a pas à attendre que ce soit M. Biden ou M. Trump qui soit président. C'est à nous. Si les Nations Unies sont ici en Haïti, que ce soit à travers le BNU ou les autres missions, c'est nous, Haïtiens, qui les avons invités à venir. Bon, avec la théorie défendue par Bernard Kouchner sur le droit d'ingérence, le droit humanitaire, les Nations Unies nous obligent toujours à signer un bout de papier, mais ce sont eux qui viennent. On a eu la première occupation, le retour des Américains, parce que bon, le président Aristide, il ne faut pas l'oublier non plus, avait demandé aux Américains d'intervenir. Et depuis lors, la vanne était ouverte. Et comme les Américains ne voulaient pas rester en permanence, donc les Américains se sont arrangés pour avoir en permanence une force multinationale inutile, parce que les crimes ont augmenté, l'insécurité a augmenté, la misère a augmenté. Nous allons avoir, d'après le Conseil national sur la sécurité alimentaire, nous frisons les 50% de citoyens et de citoyennes vivant dans la pauvreté extrême. La pauvreté extrême, dans le langage de ces blancs technocrates, c'est ce qu'on appelle la misère la plus triste. La misère est triste. Or, nos hommes politiques sont sourds aux cris de cette misère, sont aveugles aux cris de cette misère, mais nous agressent avec leurs paroles. Le Conseil électoral provisoire n'a pas besoin de prêter serment par devant la Cour de cassation, c'est le Conseil électoral permanent. La Constitution parle de... on ne peut pas avoir de référendum pour la révision de la Constitution, mais ne dit pas qu'on ne peut pas avoir un référendum pour une nouvelle Constitution. Madame la juge Koch, je la salue, pour laquelle j'ai beaucoup de respect pour les moments de discussion en droit. Madame Koch est accusée de recevoir du monde chez elle, donc elle complote contre la sûreté d'État. On doit révoquer, le président a été complaisant de ne pas révoquer l'ensemble des juges de la Cour de cassation. Monsieur Ogaville-Boisguené a été condamné à mort par le directeur du centre d'accueil de Delma 3. On veut me parler du conseil électoral, dans quelles conditions ces élections vont s'écouler. Nous sommes en pleine d'orvalisation. C'est-à-dire? Mais nous tous, nous savons ce qui est arrivé à Montferrier-Laurent. Au lieu de lui demander de se taire, on l'a fait taire. Parce qu'il avait du caractère, il n'avait pas accepté cet ordre. Hier, j'ai été agressé. Aux environs, à 4h30, du côté de Djumbala, en toute impunité. Moi, je l'ai dénoncé sur les réseaux sociaux. Et moi, je demande au président, comme le peuple lui a donné le pouvoir, pourquoi il ne prend pas un arrêté pour dire que ces personnes sont indésirables. Soit vous vous taisez, soit on vous élimine. Soit on vous l'orvalise. Et c'est pour ça que je demande à cette population que le 17 octobre, que le président, en fonction du mandat populaire et en fonction des prescrits de la Constitution, a déclaré le 17 octobre jour de deuil. Prenons les rues avec les photos de nos enfants. Il y a un enfant de 6 mois qui a été assassiné, tué dans un autobus. Il y a un enfant de 11 mois à Cité-Soleil. Arrêtons de nous taire. Je ne suis pas plus brave qu'un autre. Hein. Mourir pour mourir, c'est mieux vaut mourir debout comme Maître Dorval. À 65 ans, je ne peux pas encore prendre l'avion et aller vivre l'hiver canadien. D'ailleurs, je n'ai pas de passeport, je n'ai pas de visa. Comment ça? Par choix. Je resterai là. Pour prouver que vous n'avez l'intention de... Je n'ai pas l'intention de fuir. Aucune intention de quitter le pays. Aucune intention de fuir. Nous n'avons à compter sur nous-mêmes. Moi, la question, est-ce qu'on doit aller vers une transition? Oui. Est-ce que la transition est la voie idéale pour sortir à Haïti de ce bourbier, et de ce marasme, si vous préférez? La seule solution idéale dans un pays
se disant démocratique, c'est la voie des élections. Légalement, constitutionnellement. Mais, la situation dans laquelle nous pataugeons, nous ne vivons pas, nous pataugeons dans une grande mare de boue et de pour ne pas dire de merde. Et comme je me plais souvent à le dire, il y a une vieille expression française qui dit nous sommes dans la merde jusqu'au cou. Moi je suis dans la merde jusqu'aux gros orteils, parce que nous sommes tête en bas de la latrine. Et je crois plus que notre petit bout d'orteil apparaît parce que nous nous enfonçons de plus en plus. D'après la Constitution, en tant que chef de l'État, le président a pour obligation de parler aux autres, de discuter avec les autres, d'aller chercher le consensus. Qu'on ait été élu à 30%, à 50%, à 60%, que vos élections aient été truquées, immédiatement vous prêtez serment, vous devenez aussi chef d'État. Et vous devez vous préoccuper du sort de l'ensemble des citoyens. Or, je crois que le président ne s'est pas préoccupé du sort des citoyens et des citoyennes. Comme le disait la vieille Délira, nous mourrons tous si nous ne réagissons pas. Nous mourrons tous. La terre s'en va. Les jeunes s'en vont. Le désespoir, la désespérance, le spleen vécu entre le passage du 19e au 20e siècle dans la littérature en France. Les 10 hommes noirs d'Hézervillers, ce suicide collectif. Nous sommes en plein dedans. Nous sommes en plein dedans. Pour moi, tout doit être sur la table. Et pour que, moi personnellement, vu la gravité de la situation, je l'ai toujours dit, je suis prêt à m'asseoir avec tout le monde. C'est pas refuser de s'asseoir qui va résoudre le problème. Même en pleine guerre, les belligérants s'asseyent et se parlent. Qu'on s'asseye pour dire en face au président, non, nous ne pouvons pas aller aux élections pour vous, voici les raisons, il faut le faire. Il faut avoir le courage de le faire. Parce qu'on peut prendre votre refus de rencontrer le pouvoir comme étant vos faiblesses. Si vous allez rencontrer le pouvoir, est-ce que vous n'allez pas sortir avec un portefeuille ministériel? On ne va pas vous convaincre. Moi, je rentrerai debout et je sortirai debout. Mais pour ce, il faut que le président nettoie les écuries de GIAS. Ces écuries sont sales. Il faut qu'il écarte ceux qui sont dans les médias 24 heures sur 24 et qui disent des conneries, qui parlent de nuances par rapport à un référendum constitutionnel, qui parlent de différence entre conseil électoral provisoire et conseil électoral permanent. Jules Faustin, qui dit que le président est complaisant et tolérant, c'est un vrai démocrate, parce qu'il n'a pas révoqué l'ensemble des juges. Ça veut dire la Constitution, la nouvelle Constitution est déjà prête. Merci, Madame Lalim. Merci, Madame Sisson. Donc ça veut dire que les juges ne seront plus inamovibles. M. Trump a essayé aux États-Unis. Il n'a pas réussi. La société s'est mise debout. C'est une grosse accusation. Comment puis-je aller rencontrer un président et je croise dans les couloirs ce monsieur qui me dit qu'il faut révoquer les juges de la Cour de cassation? Il l'a dit clair. Il a dit que le président est un vrai démocrate parce qu'il n'a pas révoqué les juges de la Cour de cassation. Il a accusé, madame... Est-ce que ce n'est pas une déduction que vous faites, professeur? Parce que là, il n'a pas dit que le président doit le faire. Ah non, il a dit que le président est un vrai démocrate parce qu'il n'a pas révoqué. Est-ce que ce n'est pas son opinion? Je m'en fous. Lui. Il y a des conneries que quelqu'un dit de votre entourage, cette personne doit être révoquée. Pour montrer que vous ne partagez pas ce point de vue, même si c'est vous qui lui avez passé des instructions pour le faire. Si j'arrive ici un jour, l'agent de sécurité me bouscule, si la prochaine fois que vous m'invitez le même agent de sécurité là, je dois des dieux que M. Ouidmaya avait passé des instructions de me faire battre. Donc il y a des gens qui interviennent à la radio qui disent certaines choses. Comment que le directeur du centre d'accueil de Delma 3, nommé par le Palais National, par le couple présidentiel, puisse s'attaquer à M. Rogaville-Boisguené. Alors on ne sait pas ce qu'on appelle un conseiller, un président du Conseil supérieur de la Cour des comptes. Ce sont des personnes inviolables. Quel est le journaliste qui va s'attaquer, va se permettre d'attaquer au vérificateur général, à la Cour des comptes en France,
au vérificateur général au Canada. Ce sont des figures emblématiques. Si vous tolérez que vos Thierry Ferrer attaquent ces gens, je ne peux pas avoir confiance. Et je ne peux pas accepter de m'asseoir avec vous. Parce qu'il y a des préalables. Et le préalable... Donc là, vous pensez que c'est le cas, et c'est pourquoi, je dirais que l'opposition refuse de s'asseoir avec le président Jovenel Moïse. Moi, je ne vais pas parler de l'opposition démocratique populaire dont je ne suis pas membre. J'ai des sympathies avec ces gens. Et j'en profite pour les saluer, pour dire, vous avez combattu, vous avez mené peut-être un beau combat. Mais il faut reconnaître aussi que dans toute guerre, il y a des batailles. Il faut savoir gagner des batailles. Il faut savoir perdre des batailles. Il faut savoir changer de stratégie. Cette stratégie nous a mis dans une situation d'inconfort économique, d'inconfort social, d'augmentation de l'insécurité. Insécurité, absence de sûreté au niveau de l'éducation, absence de sûreté au niveau de la santé, absence de sûreté au niveau du transport en commun, absence de sûreté en termes d'habitat. Il y a combien de maisons qui se sont déchirées à Cité-Soleil, à Cité-Caton? Vous voulez défendre le peuple, à un certain moment, il faut peut-être un esprit d'abnégation aussi. Et utiliser des couloirs de dialogue. Moi, c'est mon avis. Moi, j'estime qu'il faut, même en situation extrême, discuter, mais c'est le choix de l'opposition démocratique populaire. Mais est-ce que, depuis 2 ans et demi, nous vivons des périodes extrêmement difficiles, mais en 2 ans et demi, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Non. Au contraire, le pouvoir est devenu plus con, plus violent, et a une politique de dorvalisation. On mettra un terme à l'émission dans 2 minutes, professeur, pour parler de dialogue. Le pouvoir doit aller vers l'opposition ou l'opposition vers le pouvoir, dans une perspective de dialogue? Tu me permets une analogie. Je me souviens de ta très belle fille lors des rencontres à Jacmel. Je pense que quand elle allait vers les livres, tu tenais sa main et tu l'accompagnais vers les livres. Et s'il allait vers la drogue ou l'alcool, tu allais prendre sa main pour l'orienter autre part. Un chef de l'État a l'obligation de se soumettre à la volonté populaire, a l'obligation de reconnaître qu'il y a une crise profonde. Et c'est à lui et à lui seul de prendre son bâton de pèlerin et de lancer cet appel, mais il doit nettoyer ses écuries d'Augias avant. On ne peut pas s'asseoir avec certaines personnes. Merci infiniment. Et j'espère que le président le comprendra. Je profite, vous m'excusez juste un moment. J'ai été agressé par une voiture dont la plaque numérologique est BB 14739. Vous ne me dorvaliserez pas, je ne me tairai pas, monsieur. Et ayez le courage la prochaine fois de défendre vous-même de la voiture. Ne voyez pas ce petit esclave des champs me menacer. Ça ne marchera pas. Bonne journée à vous, monsieur, dans votre belle voiture. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur Auguste Demeza était notre invité ce matin. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Trolley Nolan, représenté en Haïti par Sunny Clean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.